Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signe Daphné où chaque dimanche matin, je vous partage des idées lecture et des projets créatifs. Aujourd'hui, c'est le wrap-up de mes lectures du mois de janvier 2019. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est l'heure de faire un récapitulatif de mes lectures du mois de janvier. Ben oui, janvier est déjà fini, on est en février, donc je voulais vous parler des livres que j'ai lus. J'en ai lu 6 pendant le mois de janvier, je suis vraiment fière de moi. Ça veut dire que j'ai vraiment bien parti mon année. Par contre, il y en a 4 là-dedans que j'ai lus dans le cadre d'une collaboration que j'ai faite avec Maps Booktube. Je vous mets le lien à quelque part ici là, pour que vous puissiez aller voir mon vidéo. Et aussi, je vous mets un autre lien pour que vous puissiez aller voir son vidéo à elle. Je vous mets aussi toutes les informations en bas dans la description. Mais donc, on avait choisi 4 livres. Alors, j'ai lu Wild de Cheryl Strayed. J'ai aussi lu Les Maisons de Fanny Britt. J'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover. Et j'ai lu un 4e livre qui s'appelle Fanny ou l'année où j'ai failli rater mon adolescence de Stéphanie Lapointe. Donc, allez voir cette vidéo-là, j'en parle en long et en large de chacun, je vous parle de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Et là, je me concentre sur les 2 autres livres que j'ai lus en janvier. Donc, en janvier, j'ai lu le 2e tome de La Belgariad, de David Eddings. Donc, le titre, c'est Queen of Sorcery, et ça a été traduit en français La Reine des Sortilèges. C'est paru à l'origine en 1982 et c'est un roman fantasy, un roman fantastique. Dans ce 2e roman-là, on suit notre jeune héros qui s'appelle Garion. Garion, c'est un jeune homme intelligent, mais très simple, qui a toujours vécu dans une espèce de ferme, donc il connaît pas beaucoup de choses de la vie. Et puis là, dans le premier volume, sa vie s'est retrouvée chamboulée quand il a fallu qu'il suive Belgarath et Paul Gara, qui sont 2 sorciers très connus et très vieux, pour aller dans une quête, dans le fond, pour aller récupérer l'orbe d'Aldur, parce qu'il y a un méchant, cruel demi-dieu qui s'appelle Thorak qui veut prendre possession de l'orbe d'Aldur pour reprendre des pouvoirs et puis, dans le fond, prendre le pouvoir de toute la terre, là, de tout le monde de la Belgariad. Donc, dans ce 2e volume-là, on suit encore Garion avec les mêmes personnages. C'est tout un groupe éclectique qui s'est composé autour d'eux. Donc, il y a plein de personnages de toutes sortes. Et ils continuent, dans le fond, pendant une bonne partie du livre. La première partie du livre, ils continuent leur périple à travers différentes contrées, rencontrent d'autres peuples. Il y a d'autres gens qui se rajoutent à leur petit groupe. Là, ça fait un peu comme une communauté de l'anneau, là, si vous voulez. Moi, personnellement, j'ai trouvé que cette première partie du roman-là était un peu... c'était pas la plus palpitante à lire, c'était assez répétitif. Je veux dire, on va dans un nouvel endroit, on rencontre des nouvelles personnes, on a un obstacle à surmonter, une bataille ou quelque chose, on le fait. Il y a un personnage qui s'en va à côté pour aller faire des petites magouilles, il revient, on repart. Puis on refait la même affaire à 3 autres endroits différents. Donc, à un moment donné, c'est comme OK. Mais dans la 2e partie, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que Garion, il finit par découvrir le secret derrière sa véritable identité. Donc, qui il est et qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos de lui. Donc, pourquoi c'est pas n'importe quel jeune homme. Puis pourquoi, dans le fond, Paul Gara et Belgarath ont décidé de le prendre avec eux. Parce que pourquoi il aurait pris un petit jeune homme fermier, là, sérieusement. Alors, on découvre tout ça. Garion le découvre. Il découvre aussi qu'est-ce qui est arrivé à ses parents. Puis là, il y a comme une espèce de sentiment de confusion, de mal-être, il faut qu'il apprenne à vivre avec toutes ces informations-là, puis aussi avec les nouvelles connaissances qu'il a sur lui-même, de ce qu'il est capable de faire, ce que ça veut dire pour son avenir, et aussi avec les connaissances qu'il a maintenant sur ce qui est arrivé à ses parents et tous les désirs de vengeance que ça peut venir réveillé en lui. Donc, il faut qu'il apprenne à vivre avec ça. Puis, on se rappelle que c'est un ado, alors c'est pas facile. Donc, c'est un peu ça qu'il y a dans ce roman-là, The Queen of Prophecy. Il me reste un autre livre à lire pour avoir fini le premier volume, qu'ils appellent le volume 1, là, Belgariad Volume 1. Il m'en reste un à lire. Je sais pas si je vais le lire en février.
On verra. Mais bref, j'ai bien aimé. J'ai donné 3 étoiles parce que c'est vraiment un roman de fantasy bien écrit, c'est amusant à lire, c'est divertissant. Malgré que c'est répétitif un petit peu au début, après ça, ça déboule. J'étais intriguée par qu'est-ce que ça voulait dire pour Geryon, tout ça. Le monde est bien construit, l'histoire est bien construite, c'est vraiment du fantasy de qualité. Alors si vous aimez ce genre littéraire-là, je vous conseille de lire, vous ne vous tromperez pas. Par contre, j'ai cru voir passer sur Goodreads comme ça que c'était pas le meilleur des romans de la série, donc il faut comme un peu... On n'a pas le choix là, de le lire pour bien comprendre toute l'histoire, mais apparemment, ce qui s'en vient est encore meilleur, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Je lui ai donné 3 étoiles sur Goodreads. Et le 6e livre que j'ai lu, c'est Le secret du mari de Liane Moriarty, The Husband's Secret en anglais. C'est paru en 2013 à l'origine. Et si vous avez regardé d'autres vidéos de moi, vous savez que j'ai découvert Liane Moriarty l'été dernier et je l'adore. Franchement, je pense que c'est en train de devenir une de mes auteurs favorites. J'adore son style, j'adore ce qu'elle écrit. Je trouve qu'elle a une façon vraiment bien à elle de ficeler ses intrigues. Et j'adore ça. Dans Le secret du mari, on apprend à connaître Cecilia Fitzpatrick, qui est la mère de 3 jeunes filles et qui est mariée avec John Paul. Ils sont comme une famille parfaite. Cecilia est pleine d'énergie. C'est une représentante Tupperware. Elle est super impliquée dans la communauté, dans l'école. Vraiment parfaite cette femme-là. Sa maison est propre, ses enfants sont bien élevés, sont intelligents, son mari est riche, il est beau. La vie est belle. Et puis, tout d'un coup, Cecilia, elle découvre une lettre que son mari a écrite. Sur l'enveloppe, c'est écrit « À ouvrir après ma mort ». Donc là, est-ce qu'elle l'ouvre? Est-ce qu'elle l'ouvre pas? Son mari n'est pas mort, il est toujours en vie. Alors, est-ce qu'elle l'ouvre? Est-ce qu'elle l'ouvre pas? Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? C'est un petit peu autour de ça que le roman se développe. Puis, finalement, ce que j'ai aimé, c'est que pendant un petite période dans le roman, on voit Cecilia qui se bat un peu avec son démon intérieur. Est-ce que je l'ouvre? Est-ce que je l'ouvre pas? Blablabla. Elle en parle à son mari. Son mari dit non, ouvre pas ça, ouvre pas ça. Ah, mon Dieu. Puis finalement, pas trop longtemps, dans le début du livre, là, elle l'ouvre. Puis là, on découvre c'est quoi le secret de son mari. Là, je vous dirai pas c'est quoi. Mais je suis vraiment contente qu'on le découvre pas trop loin dans le roman parce que sérieusement, j'aurais eu aucune envie de lire un roman puis d'apprendre juste à la toute fin c'était quoi le secret. Ça aurait été trop long. Là, on le découvre à peu près au tiers du roman, c'est parfait. Et après ça, il faut que Cecilia et son mari apprennent à dealer avec ce qui est écrit dans la lettre. Puis, autour de ça, il y a d'autres personnages de la communauté qu'on apprend à connaître. Donc, il y a Tess, qui est aussi une mère d'un petit garçon qui vit normalement à Melbourne. Puis là, elle est dans la petite communauté en banlieue de Sydney où se déroule l'histoire. Elle est chez sa mère parce que son mari, à elle aussi, lui a dévoilé un secret. Donc, on voit comment elle vit tout ça. Puis, à travers ça, il y a une autre femme qui s'appelle Rachel Crowley, qui est une veuve d'une 60aine d'années qui, dans le fond, avait 2 enfants. Son garçon est toujours en vie. Sa fille a été assassinée alors qu'elle avait 15 ans. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Puis, on voit aussi sa vie à elle, puis sa recherche personnelle là, pour essayer de passer à autre chose. En tout cas, on voit tout ça parce que c'est tout interrelié. Tous ces gens-là se connaissent et vivent dans le même petit quartier. Sérieusement, ça se lit tout seul. Liane Moriarty a un excellent style. Je l'ai déjà dit. C'est bien écrit, c'était bien traduit aussi, puis ça c'est important parce que des fois les traductions peuvent ruiner un livre, mais ici c'est pas le cas, c'est très très bien traduit. Les dialogues sont savoureux, les personnages sont bien définis. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je lui ai donné 4 étoiles sur Goodreads et je vous le conseille fortement. C'est ce qui met fin à mon wrap-up de lecture du mois de janvier 2019. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu en janvier et ce que vous prévoyez lire en février, ou encore si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé, venez me dire ce que vous en avez pensé juste en bas dans les commentaires. Toutes les informations sur les livres dont j'ai parlé se trouvent dans la boîte de description juste en bas. Vous pouvez venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi m'écrire un petit courriel si vous avez plein de choses à me raconter. Ça va me faire super plaisir. N'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et encore mieux, abonnez-vous si le contenu que je vous propose vous plaît.
Je vous remercie énormément, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!